Victor Hugo disait à un moment donné, on fera l'Europe entre la France et l'Allemagne. Victor Hugo, dont vous savez qu'il avait préconisé magnifiquement les États-Unis d'Europe. On fera l'Europe avec la France et l'Allemagne. Ça ne veut pas dire uniquement, mais ça veut dire avec eux au centre. En rejetant, disait-il, je sais où je parle, en rejetant vers l'Est la Russie qui est l'esprit de despotisme et vers l'Ouest l'Angleterre qui est l'esprit de commerce. C'est une phrase intéressante, très datée naturellement, mais qui peut-être peut faire encore aujourd'hui réfléchir. Si on réfléchit à l'influence de la Grande Guerre, je termine là-dessus, sur la construction européenne, qui malgré les difficultés actuelles, malgré les traverses rencontrées, malgré les frustrations, malgré les faiblesses militaires ou autres de notre continent, demeure une incroyable création pour la paix. Incroyable, magnifique. Jamais l'Europe n'a connu une période de paix aussi longue. Eh bien, si on pense à ce qu'a été l'Europe, on se dit qu'à court terme, apparemment, la Grande Guerre a abouti à la rendre plus difficile, la construction européenne. Mais qu'en réalité, sur le moyen terme, je crois qu'elle l'a facilité. À court terme, vous savez bien que depuis qu'il y a une Europe, il y a 3 types de rêves pour l'unifier. Ou bien un souverain, c'est le Dante des monarchias, ça peut être César, ça peut être Charles Quint, ça peut être Napoléon, ça peut être Hitler. Ou bien un accord des différentes nations qui finalement réussissent à vivre à peu près entre elles, toutes insatisfaites. Ou bien cette idée tout à fait nouvelle, dont avaient rêvé beaucoup de penseurs, mais qui n'avait jamais été créée, un accord des différentes composantes pour se retrouver au service de la paix et de la prospérité. Or, ça a été rêvé déjà dans les années 1920, en France, en Allemagne, par des intellectuels, par des industriels. On a inventé l'idée de l'euro, on a inventé l'idée des accords industriels féconds, on a eu une coalition des puissances économiques pour donner toute sa force à notre continent. Tout ça a été évoqué. La protection de la paix aussi, votre pays qui est né un peu à sa propre surprise de la Grande Guerre, et voilà en tout cas à court terme quelque chose qui a été précieux, a joué à la Société des Nations un rôle très important. Pendant quelques années, on a cru cela possible. Et puis il y a eu les événements que j'ai dit, mais en revanche, après 1950, les choses ont changé. Tout s'est passé comme si l'Europe était finalement quand même née de la guerre de 14-18, peut-être moins importante pour vous dans votre souvenir que la Seconde Guerre mondiale, mais qui reste essentielle en réalité. Pourquoi? Parce qu'à court terme, la France et l'Allemagne ne savaient pas qu'elle a été vraiment vaincue, puisqu'elle n'avait pas eu sur son propre territoire à subir la douleur de la guerre. Un président social-démocrate avait accueilli des soldats qui revenaient après l'armistice en leur disant « Je vous salue, vous qui revenez invaincus du champ de bataille ». D'où l'idée du coup de poignard dans le dos, etc. Et en face, la France, eh bien, elle pensait qu'elle restait, grâce à sa victoire, malgré ses souffrances, ou à cause de ses souffrances, qu'elle restait une très grande puissance internationale, et que l'Allemagne étant destinée à être une sorte de chien enragé, il fallait lui mettre une muselière. Tout le monde n'a pas pensé ça en France. Mais la France a zigzagué entre 2 politiques. Contraindre l'Allemagne, la surveiller comme un molosse dangereux, ou au contraire jouer le jeu de la démocratie et de la République de Weimar. On a hésité, et puis les choses se sont passées comme je vous ai dit. Elles n'étaient pas prêtes, en réalité, ces 2 nations à se retrouver. En revanche, en 1950, 1955, alors là, les choses avaient beaucoup changé. Elles avaient changé à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais dans la suite de ce qu'avait laissé comme trace la Première Guerre mondiale dont nous parlons aujourd'hui. Je veux dire que l'Allemagne, elle ne pouvait pas hésiter sur le fait qu'elle avait été vaincue. Tout son territoire en portait les stigmates épouvantables, la douleur effrayante. Mais la France apparemment, elle avait gagné la guerre, bien sûr, grâce au génie du général de Gaulle, qui avait dessiné une magnifique geste, comme on disait au Moyen-Âge, qui avait réussi à faire croire, du côté d'une magnifique mythologie, que la France avait dépassé 1940, grâce à quoi nous avons un siège à l'ONU, grâce à quoi notre général français s'est trouvé en face du général allemand au moment de la capitulation, qui a dit « Quoi? Les Français aussi ? Quoi? Les Français aussi ?» Tout cela, la France
l'a vécu et cela a contribué à la remettre sur ses pieds psychologiquement. Il n'empêche que la France savait bien que sa défaite de 1940 ne pouvait pas passer pour pertes et profits. Elle savait très bien ce qu'avait signifié cet effondrement de la patrie et les traces qui en restaient. Ce qui fait que d'une certaine façon, ce sont deux nations vaincues qui se sont retrouvées face à face, et cela explique en partie, c'est une théorie qui peut être discutable, qu'on ait pu à ce moment-là constituer d'abord la petite Europe des six, puis l'élargir progressivement. Et quand le moment est venu, pour notre bonheur, que la chute du mur et la fin dans ces pays de l'occupation soviétique, j'allais dire bolchevique comme historien, ait permis cela, que nous puissions élargir à ces pays que nous aimons tant, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, dont vous êtes au premier rang, élargir l'Europe en construction. Je pense que d'une certaine façon, la Grande Guerre, aussi sanglante qu'elle ait été, a aussi sur le long terme, ou sur le long moyen terme, produit des fruits qui méritent d'être salués, qui peut-être peuvent, si on les analyse, ouvrir le débat que, mon cher ami, nous allons avoir. Et en fait, je voudrais en effet commencer par cette perspective comparative, parce qu'en parlant ici en Estonie, c'est vrai que la Première Guerre mondiale n'a pas marqué cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de grandes célébrations du centenaire de la Grande Guerre, tandis qu'en France, c'était vraiment un événement qui a marqué cette année. Et aussi, un détail qui m'a frappé, c'est qu'en France, en 2008, en mars, est mort le dernier soldat vivant de la Grande Guerre, le dernier pollu. Et c'était un événement national, vraiment une scoop médiatique. Tandis qu'en Allemagne, juste quelques semaines auparavant, en janvier 2008, aussi est mort le dernier pollu allemand. Et cet événement est passé presque inaperçu. Donc il y a déjà ces résonances différentes en Estonie et en France, mais aussi entre la France et l'Allemagne. Justement ici, je pourrais peut-être apporter brièvement une description de la situation en Estonie. S'il vous plaît, ça m'intéresse évidemment beaucoup. C'est vrai que la situation est différente, et cela, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord, l'Estonie, en 1914, n'était pas un État indépendant. Donc cette guerre était considérée comme une guerre qui ne nous concerne pas directement. C'est la guerre entre nos deux grands voisins, la Russie et l'Allemagne. Et nous, peut-être, ne sommes que des victimes de ce conflit. On n'est pas partie prenante. Et puis, deuxièmement, bien sûr, ce qui a marqué la mémoire de cette grande guerre, c'est la création de l'État indépendant en 1918. Donc, c'est bien sûr pour les Estoniens, on se prépare un autre centenaire qui va arriver dans 4 ans, donc le centenaire de la naissance de la République. Et je pense, et bien sûr les gens dans la salle peuvent me corriger, mais les Estoniens interprètent la Première Guerre mondiale de la perspective de leur guerre d'indépendance et et la naissance de leur République. En quelque sorte, cette 1914 est une année étrangère pour les Estoniens. C'est plutôt, justement, c'est la fin de la guerre, donc c'est 1918, et qui a un rôle symbolique énorme, et pas seulement parce que c'est la fin de la guerre, mais c'est surtout parce que c'est la proclamation de l'État indépendant. Encore peut-être un détail intéressant, souvent pas vraiment tenu en compte, c'est que cette guerre a beaucoup joué pour affaiblir la position des palto-germains en Estonie. Parce que l'Estonie était gouvernée, même si ça faisait partie de l'Empire russe, c'était gouverné par les palto-germains. Mais la guerre les a rendus suspects, parce que les Allemands, après tout. Et donc, la russification des élites a permis aussi aux Estoniens d'arriver au pouvoir, et puis surtout de comment dirais-je, se libérer de leur ancien ennemi historique qui était l'Allemagne. Donc voici brièvement
la perspective estonienne qui en a fait, qui rend finalement le fait que cette année, il y a eu très peu de publications, il n'y a eu aucun film documentaire, si je ne me trompe pas, il y a eu très peu de célébrations ou des discours officiels sur la Grande Guerre, et il n'y a pas vraiment eu de célébration nationale. Mais ce que nous craignons, gentiment, mais ce que nous craignons, ce n'est pas l'antimilitarisme, c'est l'indifférence. Il n'y a plus de service militaire, donc c'est une armée professionnelle à qui on délègue le soin de nous défendre, mourir éventuellement le moins possible. Et puis pour le reste, on reste chez soi. Et ça pose une question très grave. À quoi peut conduire la réflexion sur 1914-1918 ? Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas laisser le budget de la guerre d'un grand ensemble comme l'Europe se dégrader et tomber si bas. J'entendais l'autre jour, j'anime avec une ancienne ministre, Elisabeth Guigou, un club de réflexion qui s'appelle Europartenaires. Nous recevons régulièrement des responsables. Nous avons invité le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à venir nous en parler. Très franchement, il nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'Europe de la défense. Il y a eu des accords avec les Anglais, mais qui ne sont pas allés très très loin. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est ce que nous devons apprendre de la mémoire de la Grande Guerre. C'est pas possible que ça dure. Il faut accepter. Il faut que les Européens acceptent de s'armer. Ça ne veut pas dire de devenir en quelque sorte agressif, surtout pas nationaliste. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à l'alliance avec les États-Unis d'Amérique, bien sûr. Mais on ne peut pas leur déléguer éternellement la charge de nous défendre. C'est impossible. Et ça, je crois que c'est une leçon de la guerre de 1914-1918. Il faudra que les Européens s'en persuadent. Alors, ils peuvent chacun avoir des responsabilités diverses. Il ne s'agit pas de devenir un espèce de géant surarmé. Pas ça du tout. Il s'agit de considérer, encore une fois, que dans l'histoire des peuples, il n'y a jamais eu de Vénus sans Mars. L'Estonie et dans les régions en partie plus largement, je croisais de plus en plus souvent d'ailleurs des parallèles entre 1914 et 2014. Il y a des gens qui voient qu'il y a les mêmes signes en air en quelque sorte, que nous assistons peut-être à un troisième ou quatrième conflit mondial, que cet exemple de la Première Guerre mondiale peut-être commence à influencer aussi les esprits pour expliquer l'avenir qui est toujours incertain. On sait tous les deux, je pense qu'on est d'accord que l'histoire ne se répète jamais, mais néanmoins, il est clair que nous sommes même obligés d'épuiser des exemples du passé pour comprendre l'avenir. Donc, quelles sont vos opinions là-dessus? Est-ce que ces parallèles entre notre époque et la Grande Guerre, est-ce qu'ils sont plutôt dangereux? Est-ce qu'ils nous aident à expliquer quelque chose ou voilà, comment voyez-vous cela? Sur le propos général que vous venez d'avoir, je vous rejoins évidemment. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est une phrase assez sotte que de dire que l'histoire se répète toujours ou de dire qu'elle commence en farce, en tragédie et elle termine en farce. Ça n'a pas grand sens. Néanmoins, je pense qu'il y a des échos, des ressemblances, des séquences, des effets de conséquences qui, aux différentes périodes, se ressemblent furieusement. Je fais une émission chaque semaine à France Culture qui est fondée sur cette idée, c'est-à-dire concordance des temps, les ressemblances entre les temps, ce qui est une façon d'ailleurs immédiatement de réfléchir aux discordances des temps, ce qui est vraiment notre métier d'historien. Une fois qu'on a admis que rien ne se répète tel quel, il devient au contraire assez stimulant en effet de se demander ce qui peut se ressembler. Je fais souvent des émissions sur l'Antiquité gréco-romaine. Je suis frappé d'un certain nombre de ressemblances dans les comportements, avec évidemment d'immenses différences, surtout dans la période pré-chrétienne. De la même façon, je pense qu'il y a d'immenses différences entre l'époque de 1914 et la nôtre. J'en évoquais déjà quelques-uns. L'équilibre de la planète est tout différent. L'Europe n'a plus sa prééminence qu'elle avait encore jusqu'en 1914. Le jeu des forces a laissé l'Asie monter en grande importance, les États-Unis aussi. Du point de vue des capacités, des moyens de faire la guerre, avec d'un côté ces guérillas très sanglantes sur la longue durée, de l'autre cette aspiration à une guerre zéro mort chez un certain nombre de gens, avec l'arrivée du nucléaire qui
bien sûr, permet, dans bien des cas, de laisser les conflits virtuels. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux que les conflits concrets. C'est comme ça qu'on a échappé de très peu en 1962, au moment de la crise des fusées, à un embrasement de la planète. Tout ça, donc, est très différent. Est très différente aussi l'apparition, je le disais tout à l'heure, des passions religieuses. Je pense que c'était difficile à prévoir, notamment pour des esprits marqués par les Lumières et qui devaient constater en Europe le déclin progressif des religions monothéistes, non pas dans leur dignité ni dans leur message, mais dans l'adhésion quotidienne, concrète des Français. Il n'y a qu'à voir la formidable chute des vocations pour devenir prêtre en France. En quelques décennies, on est tombé vraiment tout proche de zéro. Et un peu plus de vocations, des vocations régulières, des ordres, mais c'est une autre affaire qui m'emmènerait trop loin. Donc, à cet égard aussi, c'est extrêmement différent. La capacité de tuer a énormément augmenté, la capacité de guérir aussi, mais c'est moins important pour nous. Néanmoins, il surgit un certain nombre de données semblables. Je pense en particulier les formes particulières, spécifiques du patriotisme ou du nationalisme qui sont marquées par l'obsidionalité, je veux dire le sentiment d'être assiégé, qui est extrêmement dangereux parce que ça crée des facteurs très belligènes, très, très propres à aller vers des conflits armés. En 1914, la plupart des pays se sentent assiégés. La Serbie, évidemment, puisque elle a le sentiment que l'Autriche-Hongrie veut l'avaler, petit pays serbe. L'Autriche-Hongrie se sent assiégée parce que, je le disais tout à l'heure, les forces centrifuges au travail dans l'Empire, qui risquent d'être accentuées par l'autonomie de la poussée slave. Cette situation, les forces centrifuges l'inquiètent énormément s'il ne réagit pas. La Russie, après 1905, et après sa défaite devant les Japonais à Tsushima, défaite navale, a le sentiment aussi que de partout on est en train d'essayer de grignoter l'Empire. L'Allemagne, contrairement à ce qu'on a dit souvent, sincèrement se sent corsetée. Elle n'était pas dominée par le pan-germanisme, mais enfin elle se sent corsetée, en Afrique, dans les colonies où elle est partie trop tard à ses yeux, et surtout elle se sent corsetée sur la mer par la concurrence des Britanniques. La France, évidemment, a un sentiment d'être assiégée. Elle n'a pas l'Autriche-Hongrie elle n'a pas l'Alsace-Lorraine qu'on lui a prise. Et elle a l'impression qu'il y a beaucoup plus de soldats mobilisables, ce qui est vrai, il y en a plus en Allemagne qu'en France, que l'Allemagne considère la France avec concupiscence, toujours le grenier pour le jardin pour les guerriers. Évidemment, la Belgique, la pauvre Belgique, se sent menacée à juste raison puisque sa neutralité va être violée. Et les Allemands et les Anglais aussi sentent que leur domination dans les mers risque d'être mise en cause par la puissante avancée de la flotte allemande. Donc, je crois que c'est une idée à bien avoir en tête aujourd'hui, que l'auto-persuasion qu'on est menacé est extrêmement dangereuse pour la paix. On pourrait d'ailleurs, en allant vers la Deuxième Guerre mondiale, parler du Japon. Le sanctuaire du Yokusami, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, est extraordinaire à visiter à Tokyo. Vous savez, cette sorte de musée très nationaliste qu'un certain nombre de premiers ministres visitent solennellement en devenant Premier ministre au Japon, ce qui crée toujours des discussions graves, retour possible du nationalisme. Tout le thème, j'ai vu cet endroit, c'est on a fait la guerre, on a attaqué à Pearl Harbor, mais vraiment, c'est pas nous qui avons attaqué en réalité. Nous étions assiégés, on était étouffés. Les autres pays voulaient nous empêcher non seulement de nous étendre, on ne le souhaitait pas. C'était pas le principe. Mais ils nous menaçaient dans notre espace vital, économiquement, psychologiquement. Et c'est pour ça qu'on a été obligé d'attaquer. C'est une fausse attaque. On aurait été une contre-attaque Pearl Harbor. C'est plus ou moins sincère, bien sûr. La plupart des Japonais ne le croient plus aujourd'hui. Mais enfin, il y avait du vrai sûrement parmi les dirigeants du Japon. Donc je crois, mon cher, qu'il faut réfléchir à cette donnée-là et toujours éviter ce genre de choses. Éviter aussi des enchaînements absurdes qui tiennent au fait de ne pas se comprendre.
de ne pas prévoir ce que l'autre veut. Le rôle des diplomates continue d'être très très important. Et puis peut-être, je ne sais pas si c'est 14-18 qui apprend ça, mais à un certain moment, lorsque vraiment le fanatisme absolu triomphe, d'admettre qu'il y a des guerres qui sont nécessaires contre ces fanatismes-là. Ce n'est pas le cas, encore une fois, en 14-18. Je crois, contrairement à ce qu'on a dit, c'est l'immense différence avec 1939. Et d'ailleurs, en France, une partie de l'opinion petite de gauche a été emportée par son pacifisme, souvenir des horreurs de la guerre, jusqu'à admettre qu'on ne pouvait pas résister même à Hitler. C'est une minorité, mais qui a compté. À Vichy, il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui ont dit ça, la majorité ayant dit évidemment que ça n'avait pas de rapport avec 1914-18. C'est encore un cas où il ne faut pas faire la similitude. Mais il peut y avoir néanmoins des similitudes dans l'impression d'être assiégé. Ce n'était pas le cas de Hitler, en réalité, tout est autrement. Mais nous ne laissons pas égarer donc, par l'idée de ressemblance qui n'en sont pas, mais recherchons ce qui peut être permanent dans le caractère belligère. Et ce qu'il y a de nouveau aussi du même coup. Autrefois, la religion, franchement, je ne pense pas que beaucoup de contemporains en 1914 auraient prévu que la religion deviendrait un élément très très important dans le déséquilibre de notre situation, cette minorité détestable de l'islamisme, mais aussi éventuellement d'autres qui réagissent. On revenait au XVIe siècle, la guerre de religion, des théocraties françaises de la Ligue, c'était imprévisible. Et peut-être de ce point de vue-là, malheureusement, les ressemblances sont plus grandes avec l'époque des guerres de religion, en France et ailleurs, entre la réforme et le catholicisme, la réforme et la contre-réforme. Cherchons quelques précédents pour nous en éclairer dans cet événement épouvantable de 14-18. Ce n'est pas parce qu'il y a un centenaire que nous devons de façon obsessionnelle regarder qu'en cette direction. Ma küsin eesti keeles, et olla täpsem. Ka see mõttekäik, mida te viimati mainisite ja mida Marek Tamm siin ennem ütles, et Eesti jaoks ja teiste riikide jaoks, kellest pool neist lippudest selle taga veel ju ei olnud, on tunduvalt olulisem Esimese maailmasõja lõpp kui algus. Et seetõttu mitte ainult sellest vaatepunktist, et Esimese maailmasõja lõpp tõi kaasa Eesti iseseisvuse, kelle lippe me seal näeme. Et mitte ainult sellest vaatepunktist, vaid ka üldinimlikust vaatepunktist tunduks ju loogiline, et tähistatakse midagi rõõmsat, milleks on sõja lõpp, mitte midagi traagilist, milleks on sõja algus. Sellepärast ma arvan, et tõepoolest see 1914. aasta suurejooneline tähistamine suurte riikide vahel võeti vastu väikestes riikides ja ma arvan, mitte ainult Eestis, väikese kummastusega. Ja jäi justkui mulje, et see on nagu viimast korda, kui suured saavad omavahel pidu pidada. Väiksed veel ei olnud. Nüüd järgmine kord, kui tuleb 1918. aastast 100 aastat, et siis on tulemas nagu selline ühine pidu, et siis on meie olema kutsutud. Ja sellest ma küsin üsna konkreetselt, et kuivõrd on nendes riikides, mis nüüd hakkavad oma 100. sünnipäeva tähistama, mille lipud seal paljuski on selja taga Soomest lõunasse, et millised on suuremad riikide konkreetselt siis Prantsusmaa väljavaade või plaanid 1918. aastast esimese maailmasõja saadavast des plans en France ou dans les autres nations plus importantes, comment célébrer la fin de la Première Guerre mondiale dans 4 ans. Grâce à Marek, j'ai tout compris. Je crois. Vous avez parfaitement raison. Je crois que nous avons assez marqué que toute commémoration par rapport à différents pays est toujours en quinconce, comme on dit, c'est-à-dire, ça doit être facile à traduire. Je veux dire, ça ne peut pas exactement être concomitant à tous les moments. Et c'est vrai que pour certains pays, c'est plus important. Et qu'encore une fois, la victoire se commémore plus facilement que la défaite. Je pense comme vous que cette période de 1918-1920 va être très intéressante et qu'elle appellera des commémorations où nous pourrons également nous retrouver, puisque c'est le début, en dépit des chaos que vous avez connus, l'arrivée des Allemands, etc., et l'arrivée des provisoires des Russes. En dépit des chaos, c'est quand même la naissance d'une démocratie dont vous êtes les enfants aujourd'hui. Et en même temps, c'est aussi pour nous une victoire, c'est l'assurance que la République durera. C'est la volonté aussi de ne pas s'en prendre à la nation allemande, puisqu'on a refusé, Clémenceau a refusé contre Poincaré et d'autres de faire une Alsace-Lorraine à l'envers. Donc nous avons
de la matière à commémorer pour 1918, au moment où vous aurez envie, vous, de commémorer votre propre naissance. Encore une fois, fruit heureux d'une plante vénéneuse qui a été la guerre.